société en crise et aussi en évolution, puis aussi de partager ce savoir-là essentiel à l'expansion, à l'exercice et à la force d'une citoyenneté éclairée. À cette fin, quoi de mieux que de débuter par une conférence, un tour d'horizon des failles et des portes de sortie de la mondialisation. Donc, j'invite M. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, à nous adresser la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de projeter. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Donc, d'abord, j'aimerais dire que je suis très content d'être ici ce soir avec vous. Je pense qu'Attaque Québec et le mouvement des indignés, on est vraiment très, très proches. On partage exactement les mêmes idées et on partage cette idée fondamentale que la finance actuelle est une part importante du problème. C'est très clair que les gens de la finance n'ont pris aucune responsabilité. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Enfin, ils sont peut-être conscients, mais ils sont conscients des profits qu'ils font, mais pas des conséquences. Et Attaque, aussi bien que le mouvement des indignés, on s'intéresse à cette question financière. Alors moi, je vais essayer de vous parler aujourd'hui donc de nos idées à Attaque et peut-être d'une certaine manière ce qui s'est passé dans ces dernières années. Nous, notre mouvement existe à peu près depuis 12 ans et depuis ces 12 années-là, on avait comme, et pas juste Attaque, le mouvement altermondialiste avait très bien saisi, d'abord annoncé qu'il y aurait une crise. Et la crise est arrivée exactement pour les raisons pour lesquelles on avait dit qu'elle se produirait. Donc, d'une part, on a eu un bon diagnostic. On était conscient des choses et on a expliqué les bonnes choses. Alors, à ce moment-là, si on a un bon diagnostic, ça veut peut-être dire aussi qu'on a des bonnes solutions, des solutions qui seraient intéressantes. C'est ça que je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Bon, alors on va faire une espèce d'hypothèse, OK? Admettons, là, que les pays du G20 sont dirigés par des indignés. On prend le pouvoir partout dans les différents pays du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on abolit le capitalisme. Waouh, super! Mais maintenant, abolir le capitalisme, ça veut dire quoi? Une fois qu'on se dit ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, ce que je vais vous énumérer, c'est une série de choses que des indignés au pouvoir pourraient faire, qui seraient parfaitement concrètes, pratiques et réalisables. On ne volera pas dans l'utopie, on ne volera pas dans des choses abstraites, on va être dans des choses extrêmement concrètes. Alors, je vais vous faire une liste. Et dans cette liste-là, je vais vous parler de mon organisation à moi. Vous allez voir que nous, on retient 3 idées là-dedans. On décide de se battre 3 idées dans l'ensemble parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, allons-y avec la liste. Première chose qui serait intéressante à faire, c'est séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ça serait quelque chose de très simple à faire. Ça veut dire quoi? Les banques de dépôt et les banques d'affaires ont été mêlées maintenant. Ça veut dire qu'avec nos économies, avec les hypothèques que les gens prennent sur les maisons, on peut faire toutes sortes de produits financiers qu'on envoie dans la stratosphère, on spécule avec ça, et ça a donné la crise de 2008. Donc, je ne vais pas l'expliquer dans les détails parce que je n'ai pas le temps de tout faire ça, mais tout ça pour dire que si on sépare ça, ça veut dire que les banques sont obligées de travailler pour les populations et non pas pour leurs propres intérêts à elles, et aussi pour des jeux financiers qui peuvent être dangereux. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est on interdit un grand nombre d'activités spéculatives. Dans les activités spéculatives, il y en a qui sont particulièrement nuisibles. C'est quand, par exemple, des gens empruntent de l'argent pour spéculer. Alors, imaginez, on appelle ça le levier. Alors, on interdit ça. On interdit les fonds spéculatifs à haut risque, qu'on appelle hedge fund. Plus le droit de faire ça. Et on réglemente tout le secteur, finalement, de la spéculation. Donc, voilà une chose assez simple, concrète à faire. Autre chose qu'on peut faire, c'est bien sûr des taxes sur les transactions financières. Alors, je pense que vous savez, un petit montant pour chacune des transactions financières et ça nous donne des revenus importants. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est transformer les accords de libre-échange. Actuellement, dans les accords de libre-échange, qui s'en négocient là, des centaines à travers le monde, eh bien, on va toujours développer cette idée de la concurrence.
il faut que chacun soit l'ennemi de l'autre, que chacun gagne sur les autres. Bien, si on remplace ça par des accords de coopération, hein, ça serait, à mon avis, on irait beaucoup plus loin. Donc, autre chose à faire. Ensuite, autre solution, autre chose qu'on pourrait faire, c'est plafonner les salaires. Hein, dire qu'à un moment donné, un individu ne peut pas gagner plus qu'un montant X. Hein? S'attaquer particulièrement au salaire des banquiers et au bonus des banquiers. Hein? On peut dire, on peut réglementer tout ça, faire un grand ménage là-dedans. Ça, c'est une autre chose qu'on peut faire. On peut aussi s'attaquer aux paradis fiscaux. Hein, les paradis fiscaux qui nous permettent de placer de l'argent au noir sans qu'on sache ce qui devient de cet argent. Alors, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire aussi. On élimine ça, on dit, il n'y en a plus, ça n'existe plus, parce que finalement, c'est nuisible. Et autre chose qu'on peut faire aussi, bien, on peut augmenter les dépenses publiques, hein, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pour les intérêts de la population. Donc, on augmente les dépenses publiques pour essayer de créer de l'emploi, et surtout, par exemple, on pourrait se lancer dans tout un programme environnemental, hein, donc qui fait ce qu'on appelle l'économie verte. Hein, on pousse ça au maximum, on investit au maximum là-dedans, donc tout ce qui permet d'avoir un système environnemental qui est tout à fait à notre avantage. Donc ça, c'est une série de propositions qu'on peut faire, et si on applique tout ça en même temps, hein, imaginez, on fait tout ça, on est au pouvoir, on réussit à faire tout ça, eh bien, on change le monde profondément. On ne vit plus dans le même monde, on vit dans une autre société, on vit dans un monde qui serait, à mon avis, extrêmement meilleur, hein, un monde qui serait à l'abri des crises qu'on connaît, hein, et un monde où, justement, la richesse serait beaucoup plus partagée, donc il n'y aurait pas cette espèce d'accumulation dans le 1%. Et ce que j'ai dit, toutes ces solutions-là, hein, ce n'est pas des utopies de gauchistes enragés, hein, c'est vraiment des idées qui ont été dites et répétées par des hommes d'État, souvent assez sensés. Hein. Donc, il y en a plusieurs qui l'ont dit, des chefs de gouvernement. Évidemment, Stephen Harper n'a rien dit de ça, mais lui, vous savez, il n'est pas sensé. Jean Charest non plus. Hein? Ça, c'est pas des gens qui n'en parlent pas, mais on ne peut pas dire que c'est des gens très sensés. Mais quand même, Obama le dit, Sarkozy le dit, Angela Merkel a dit ça, Gordon Brown aussi, avant qu'il se fasse battre, malheureusement, il le dit. Donc, il y en a plusieurs qui ont soutenu ces idées-là. Évidemment, Lula en Amérique du Sud, il y en a plusieurs. Hein? Ce ne sont pas des idées qui sont irréalisables. Mais pourquoi, si on admet que ça peut être utile, que ça peut être important, hein, pourquoi ces idées-là ne sont pas mises en place? Hein? Bien, la réponse, c'est très simple, parce qu'il faut rassurer les marchés financiers. Hein? Parce que vous appliquez ces mesures-là, et les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous n'allez pas dans la bonne direction, on va paniquer, hein, on va créer une espèce de crise purement artificielle parce qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures-là. Et là, on peut se poser la question, mais qui domine? Est-ce que c'est les gens qu'on élit ou ces marchés financiers sur lesquels, finalement, on n'a aucun contrôle? Hein? Bien, malheureusement, dans la situation actuelle, à mon avis, les marchés financiers ont plus de pouvoir que les hommes d'État qu'on élit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la situation? Bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et exigeant. Ça serait de... Alors voilà. Oh! Quel bonheur! C'est pas mal plus reposant pour la voix. Où en étais-je avec ça? J'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, j'en étais au marché financier, j'en étais au rapport de force, exactement. Donc, ce rapport de force n'est pas facile à établir parce que vous savez très bien que les médias, que toutes sortes de forces finalement qui sont en faveur d'une espèce de statu quo, hein, que cette domination des marchés financiers est quelque chose qui est parfaitement accepté et voulu finalement par les médias. Mais quand même, hein, on est 99%, et c'est intéressant, tout ce mouvement des indignés qui a établi ce rapport, hein, entre le 1% et 99%, on est vraiment majoritaire, hein, et on subit les inconvénients de ce système. Donc, si
on réussit à transformer le rapport de force en notre faveur, eh bien, à mon avis, ce système-là peut changer, peut se transformer. Il est transformable. Hein? Mais il faut admettre que le chemin est extrêmement encombré, qui est extrêmement difficile, et ça va nous prendre des années de courage et des années de bataille. Et personnellement, je suis très, très réjoui de ce mouvement des indignés. Hein? Depuis que ça a commencé, même à Montréal, ces sujets-là, dont on parlait très peu, ben maintenant on en parle quasiment tous les jours. Hein? Et quand on parle du mouvement des indignés, ben on n'a pas le choix, il faut parler de leurs idées aussi. Hein? Pas juste des gens qui font du camping, c'est des gens qui ont des idées. Hein? Et à ce moment-là, ben ces idées-là sont sur la place publique et à mon avis, peu importe ce qu'on en dit, parce qu'évidemment la droite va se défouler là-dessus, mais il y a quand même des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui voient que ces idées-là sont extrêmement intéressantes. Alors, l'organisation dont je fais partie, qui s'appelle Attaque Québec, est une organisation internationale. Ça existe dans une trentaine de pays. Hein? Et Attaque, on s'occupe finalement des questions de la finance, puis on se dit la finance, c'est trop important pour laisser ça uniquement aux financiers. Hein? Il faut que tout le monde soit capable de comprendre comment ça fonctionne, il faut que tout le monde soit capable de suivre la logique du système financier. Les attaques du monde, on a des préoccupations très différentes d'un pays à l'autre, c'est-à-dire qu'on va s'ajuster selon les réalités des différents pays, puis aussi on va établir nous-mêmes des priorités. Quand je regarde toute la liste des solutions que je proposais pour changer notre système, eh bien, on peut pas se battre sur toute la ligne, parce qu'il faut avouer, Attaque Québec, on n'est pas la plus grosse organisation au Québec, on est une petite organisation, donc il faut faire des priorités. Hein? Et nous, à Attaque Québec, on a décidé de retenir 3 choses. Hein? C'est d'abord la taxe sur les transactions financières. Et ça, c'est à l'origine de notre association. C'est-à-dire qu'on a commencé, quand les attaques du monde se sont lancées, mais la première chose qu'on a dit, c'est que ça prend une taxe sur les transactions financières. Hein? Ensuite, on s'est rendu compte que oui, c'est intéressant d'avoir cette taxe-là, hein, mais il y a des petits problèmes si aussi il y a des paradis fiscaux, hein, parce qu'on a des revenus, mais si on continue par toutes sortes de façons à cacher l'argent, hein, alors à ce moment-là, on n'est pas tellement plus avancé. Donc, il faut aussi s'intéresser à cette question des paradis fiscaux. Et troisièmement, finalement, les membres d'Attaque ont commencé. Ça, l'Attaque, ça a été fondée autour un petit peu avant l'an 2000. Donc, les gens ont été très, très préoccupés par les accords commerciaux. Hein, c'est l'OMC qui se lançait à ce moment-là. En Amérique du Nord, il y avait l'ASLEA. Et on s'est dit aussi, on va s'attaquer aussi aux accords commerciaux. Donc, c'est devenu, Attaque Québec, nos 3 sujets de préoccupation. Alors, ce que je me propose de faire, c'est un petit topo assez rapide sur chacun de ces sujets. Donc, ça vous va? Alors, je vais avoir, peut-être, je vais vous bombarder beaucoup d'informations. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit le plus simple et le plus clair possible. Donc, je vais aborder très rapidement chacun de ces 3 sujets, non pas pour y aller en profondeur, parce que c'est pas vraiment possible. Comme ça, dans la rue, ça serait un petit peu lourd là, de m'étendre trop longtemps, mais plus pour vous sensibiliser à chacune de ces 3 questions, peut-être vous donner le goût d'en savoir plus, de vous informer là-dessus et de faire vos propres recherches. OK? Alors, première chose, la taxe sur les transactions financières. Hein? C'est intéressant de voir que quand on a commencé à aborder cette question-là à Attaque, on a été parmi les premiers à ramener cette idée qui avait été lancée quelque part dans les années 70 par un monsieur Tobin. Hein? On se faisait dire, écoutez, c'est une bien bonne idée. Oui, non, pas Brian. Non, c'est... qu'est-ce que c'est son prénom? Bon, ça m'échappe. Bon, peu importe. Disons que au début, on se faisait dire que c'est une excellente idée, mais c'est absolument pas réalisable. C'est vraiment impossible. Hein? Alors, puis on ne prenait pas la peine d'expliquer pourquoi c'est pas possible. Ben nous, on est quand même revenus, nous et d'autres organisations, cette idée-là, on n'en est jamais démordu, c'est toujours important, c'est toujours quelque chose qui doit se faire. Et avec la crise de 2008, avec la dette qui
s'accélérait dans les pays, même dans les pays riches, eh bien, les gouvernements ont dit, oups, on a peut-être besoin de revenus supplémentaires. Hein? Et là, cette taxe-là, on a commencé à l'envisager. Là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est parfaitement réalisable. Okay? Que tous les gens qui nous disaient que techniquement, c'est pas possible, bien là, tout le monde admet que techniquement, c'est possible. Il y a même le Fonds monétaire international qui avait quand même intérêt à, disons, pas trop défendre cette idée-là, mais le Fonds monétaire international, dans 2 études, a dit oui, c'est parfaitement réalisable. Alors, ça veut dire que cette taxe-là, c'est maintenant une question de politique. Hein? Alors, il faut savoir, est-ce qu'on a le goût de la faire ou est-ce qu'on n'a pas le goût de la faire? Parce que ça se fait. Alors, avant de savoir un petit peu, ben nous, c'est clair qu'on a le goût de la faire, là, mais de voir un petit peu comment ça, quelle décision on prendrait, ben, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, cette taxe-là. Eh bien, l'idée de la taxe, au départ, hein, c'était sur les transactions du marché monétaire, hein, sur les transactions du marché d'échange. En d'autres mots, si on échangeait des dollars pour des yens pour des livres, hein, il y a tout un marché qui se fait là-dessus. Eh bien, si on chargeait une petite taxe là-dessus, eh bien, ça serait intéressant. Monsieur Tobin, James Tobin, de son prénom, j'ai trouvé, qui a établi cette taxe-là, il s'est dit, parce que dans les années 70, quand la valeur de l'argent, ça correspondait à la valeur de l'or, hein, eh bien, quand la valeur de l'argent s'est détachée de la valeur de l'or, on dit ce qui va faire la valeur d'une monnaie, c'est l'offre et la demande. Hein, plus elle est en demande, plus elle vaut cher. Moins elle est en demande, moins elle vaut cher. Alors, il s'est dit, on va se mettre à spéculer sur l'argent. Hein? Et à ce moment-là, ça va donner des résultats catastrophiques, c'est-à-dire que si on décide de spéculer contre une monnaie, c'est la monnaie qui va s'écrouler, c'est le pays qui va s'écrouler. Alors, lui a dit, ça serait intéressant d'avoir juste une petite taxe, hein, qui va arrêter la spéculation. Alors, finalement, cette taxe-là, elle a 3 utilités. Première utilité, c'est justement d'agir sur la spéculation, ralentir sur la spéculation, sur les monnaies, mais aussi on va voir que ça va dépasser les monnaies. Deuxième utilité, c'est que ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Et troisième utilité, qui est assez intéressante, c'est d'admettre le principe, hein, que les transactions financières peuvent être taxées. Hein, on paye des taxes au niveau municipal, au niveau provincial, on paye des taxes aussi au niveau fédéral, on paye des taxes quand on achète un stylo ou un pot de colle. Hein, ben comment ça se fait que les gens qui font des transactions financières, hein, qui est actuellement le plus gros marché au monde, hein, ces gens-là payent strictement rien? Hein? Alors, établissons ce principe, faisons-les payer eux aussi, hein, et tout le monde va en profiter. Donc, on va faire cette taxe-là, et le principe est un montant très peu élevé, hein, un montant homéopathique, hein, et ce qui va faire que la taxe va remporter, c'est non pas à cause du montant de la taxe. Quand vous payez 15% de taxe, quand vous achetez quelque chose, ça vous coûte cher, c'est la taxe élevée, mais c'est une taxe qui va fonctionner sur la quantité astronomique de transactions. Donc, une très, très petite taxe pour beaucoup de transactions. Juste sur le marché d'échange, il y a à peu près 3 à 4 milliards, hein, d'argent à tous les jours là, qui sont des transactions sur le marché d'échange. Alors, à ce moment-là, on s'est dit que par la quantité, avec une taxe très petite, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait rapporter des revenus énormes et ça peut ralentir la spéculation. On s'est dit aussi, ben, pourquoi pas faire ça sur d'autres marchés que le marché d'échange. Alors, tous les types de transactions financières, aussi bien les produits dérivés, les obligations, les titres boursiers, alors tout ça, ça peut être sujet à une taxe. Alors, combien ça peut rapporter tout ça? Hein? Alors, si cette taxe-là est sur tous les marchés à travers le monde, eh bien, on nous dit que c'est de 300 à 1000 milliards de dollars par année. Hein? Alors, si on réussit avec des montants pareils, eh bien, on réussit à combler à financer finalement tout ce que les gouvernements nous disent que finalement aujourd'hui on n'a pas d'argent pour faire ci, on n'a pas d'argent pour l'éducation, on n'a pas d'argent pour la santé. Bien finalement avec une taxe pareille, c'est très clair qu'on a de l'argent pour tout ça.
Hein? Alors, l'enjeu actuel par rapport à cette taxe-là, c'est d'abord le montant de la taxe. Hein? Je vous dis, c'est un très, très petit montant. Mais est-ce qu'il est très petit ou infiniment petit? S'il est très petit, alors à ce moment-là, l'avantage, c'est que ça rapporte plus d'argent et ça agit davantage sur la spéculation. Hein? Mais par contre, l'inconvénient, c'est aïe aïe, ça va être difficile à faire passer. Alors, s'il est infiniment petit, alors là, à ce moment-là, ça n'agit pas du tout sur la spéculation. Zéro, ça donne rien. Hein? Puis, ça rapporte de l'argent, mais moins. Mais peut-être que finalement, ils vont finir par l'accepter. Alors, c'est ça les enjeux actuels. Et je peux vous dire que la tendance, malheureusement, c'est d'y aller pour l'infiniment petit. Hein? On a tellement peur des marchés financiers qu'on ne veut pas que le montant soit trop élevé. Là, la taxe, elle est en voie de s'établir, par exemple, en Europe. Hein? Les Européens sont vraiment décidés à faire avancer ce dossier-là, même s'il y a encore une grande opposition à l'intérieur même de l'Europe. Alors, si cette taxe est établie, eh bien, nous, en tant que société civile, ce à quoi il faut être vigilant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les revenus de cette taxe. C'est des milliards et des milliards et des milliards d'années d'argent, c'est-à-dire. Et quand il y a des milliards, qu'est-ce que ça fait? Ça attire toutes sortes de monde, hein? Des gens qui sont sensibles à l'odeur de l'argent. Alors, qu'est-ce que les gouvernements vont en faire de cette taxe-là? Est-ce qu'ils vont s'en servir pour eux-mêmes, pour payer la dette, ou pourquoi pas, tiens, pour payer les banques, hein, justement? Alors ça serait vraiment une destination qui n'est pas du tout celle que nous avons prévue. Hein? Qu'est-ce que nous prévoyons, nous, pour cette taxe-là? Et c'est toujours ce qu'on a défendu. Eh bien, cet argent-là doit aller au service public. Hein? Dans les pays riches et dans les pays développés, c'est de l'argent pour l'éducation, c'est de l'argent pour la santé, c'est de l'argent pour les programmes sociaux. Comme je vous le disais, tout ce qu'on a dit, les gouvernements n'ont pas d'argent, oui, vous l'avez maintenant, c'est ça. Hein? C'est à ça que ça sert. Puis on espère que si le montant est assez élevé aussi, ça va agir sur la spéculation. Hein? La société civile du monde s'est emparé de cette idée-là. Hein, au départ, nous, on était assez important à TAC là-dedans, mais finalement, ça nous dépasse complètement parce qu'il y a toutes sortes d'organisations qui défendent ça. Et cette taxe-là, elle a été rebaptisée ces dernières années, a été rebaptisée taxe Robin des Bois. Hein, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce qu'on prend de l'argent aux riches, puis on la donne aux pauvres. Hein? Alors, on souhaite un bel avenir à la taxe Robin des Bois et on a quand même un gros travail à faire, un gros chemin à faire, hein, parce que c'est loin d'être quelque chose qui va se réaliser. Mais quand même, hein, plus il y a de gens qui défendent cette idée, et ce qui est intéressant, c'est avec le mouvement Occupons Wall Street. Hein, alors, c'est le mouvement les pressions sont plus fortes en Amérique du Nord et aux États-Unis. Hein, les États-Unis avaient toujours profondément résisté à cette idée. Mais là, Obama, il commence à branler dans le manche. Hein, c'est intéressant. Et ce mouvement-là, qui fait vraiment de la pression là-dessus, eh bien, ça fait que non seulement en Europe, où le mouvement est assez implanté, mais aussi les États-Unis vont peut-être se mettre un peu derrière ça. Alors, ça, c'est le première cible, si vous voulez, de notre organisation Attaque Québec. Deuxième cible, les paradis fiscaux. Alors, les paradis fiscaux, ça, c'est, je pense que vous connaissez un petit peu le phénomène. Hein? Il y a quelque chose comme 80 paradis fiscaux à travers le monde présentement. Alors, les paradis fiscaux, à quoi ça sert? Eh bien, ça a deux utilités. Premièrement, eh bien, pour l'argent du crime. Hein? Alors, pour les criminels, c'est très, très pratique. Vous envoyez l'argent là et personne ne le sait. Deuxième utilité, ben, ça sert à des grandes compagnies ou à des individus extrêmement riches de ne pas contribuer à l'impôt. Hein? Ça sert aussi à toutes sortes d'autres magouilles financières extrêmement complexes. Hein? Financer des guerres, je ne sais pas. Financer le terrorisme, certainement. Hein? Alors, le paradis fiscal, ça fonctionne selon deux principes. Hein? Le premier principe, c'est le secret bancaire. C'est-à-dire que vous placez votre argent là
et on ne sait pas du tout où ça va. Hein? Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les paradis fiscaux avec cet argent-là. Eh bien, c'est absolument pas possible de savoir. Donc, le secret bancaire, et aussi, ça se base sur l'idée d'un impôt extrêmement bas. Hein, vous avez votre argent dans les paradis fiscaux et puis vous ne payez pas d'impôts. Alors, les compagnies vont se servir énormément des paradis fiscaux justement pour éviter la fiscalité. Ce qu'ils vont faire, finalement, ils vont s'arranger pour qu'un produit qu'ils vendent ici, eh bien, pour que le profit soit fait dans le paradis fiscal. Et le produit est vendu ici avec un profit très, très bas. Donc, là où le profit est élevé, c'est le paradis fiscal et il ne paye pas d'impôts. Alors, comme je vous disais, il y a 80 paradis fiscaux, à peu près. Hein, ils sont très en vie, très vigoureux. Dans ces paradis fiscaux, eh bien, ils ont chacun leur spécialité. Ils ont chacun leur type de produit. Hein. Si vous êtes un dictateur, ben là, vous allez dans tel paradis fiscal. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez tel type d'opération, tel type de compagnie, ben là, c'est tel autre paradis fiscal qui va vous le faire. Chaque pays aussi a son paradis fiscal. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le paradis fiscal du Canada? Alors, notre paradis fiscal à nous, c'est la Barbade. Hein? Alors, juste pour vous dire, il y a à peu près, mon chiffre est exact, là, je vois malheureusement pas sur mon papier, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose comme 45 milliards de dollars par année qui est placé dans la Barbade. Alors, la Barbade, c'est un petit pays de 300 000 habitants, pas 300 millions, 300 000 habitants. Et on place 46 milliards de dollars par année, les Canadiens là. Alors, vous allez me dire, la Barbade, ça doit être un pays super riche, avec des beaux hôpitaux, avec des super routes, avec des universités incroyables. Ben non, c'est un pays pauvre. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cet argent-là, il est uniquement placé là pour avoir des avantages fiscaux, pour ne pas payer de l'impôt. Hein? Et notre ancien premier ministre canadien, Paul Martin, faisait affaire à ce paradis fiscal. Alors, juste pour vous donner une idée, là, je vais essayer... Non, je peux voir... Non, c'est un petit peu noir. Donc, oui, c'est ça. Malheureusement, je suis un petit peu trop sombre pour voir mes notes, mais donc, ce système de paradis fiscaux est vraiment établi. Donc, si on observe, finalement, il y a une espèce de problème éthique fondamental avec les... Ah oui, tiens, voilà, merci. Voilà, ça, c'est utile. Alors, regardez ce qui est sorti dans la campagne électorale de Obama. Alors, c'est un édifice de 5 étages qui est situé sur South Church Street, dans les îles Caïmans. Hein? Mais dans cet édifice-là, il y avait enregistré à l'intérieur 18 857 corporations. Hein? Imaginez. Alors, ça veut dire que c'est tout simplement là pour la frime. Et c'est intéressant de savoir aussi que la compagnie Enron, hein, quand elle avait faillite, une des faillites les plus monumentales là, de ces dernières années, eh bien, la compagnie Enron avait 600 filiales dans les paradis fiscaux. Alors, pour récapituler un peu sur les paradis fiscaux, alors, c'est comme je vous disais, je parlais d'un problème éthique. Hein, qui va contre des règles fondamentales qu'on donne à notre société. En fait, on nous dit, dans notre société, dans notre état de droit, on doit obéir à des règles précises et le paradis fiscal donne à certains individus le pouvoir, la possibilité de ne pas suivre ces règles-là. Alors, quelles sont ces règles-là? Eh bien, d'abord, on nous dit que tous les citoyens sont égaux. Hein, dans notre société, on apprend ça. Tout le monde est égal et notre démocratie fonctionne sur ce principe. Mais avec les paradis fiscaux, c'est pas vrai. Hein? Puisqu'il y a certaines personnes qui ont droit, qui peuvent utiliser ça, et l'immense majorité des citoyens ne peuvent pas l'utiliser.
Alors, je me souviens d'avoir donné une entrevue à un journaliste sur les paradis fiscaux où, j'expliquais un peu comment ça fonctionnait et ses yeux brillaient. Hein, il me disait, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont chanceux, ils peuvent utiliser ça? Est-ce que je peux apprendre ces trucs-là? Hein? Malheureusement, j'avais rien à lui montrer, mais on sentait que, hein, pour lui, il y avait comme envie d'utiliser ça, mais malheureusement, c'est seulement les gens très riches. Hein? Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser des paradis fiscaux, des gens qui peuvent pas. Alors, c'est vraiment contre le principe de l'égalité, mais bien sûr, on souhaiterait que personne puisse les utiliser, qu'ils soient carrément abolis. On se dit aussi que tous doivent payer de l'impôt. Hein, c'est-à-dire tous ceux qui ont des revenus suffisants doivent payer de l'impôt parce qu'on a besoin de l'impôt pour faire fonctionner notre société, avoir des écoles, avoir des routes, avoir des hôpitaux. Ben, avec les paradis fiscaux, il y en a qui payent pas d'impôt. On se dit que dans une société qui fonctionne, hein, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une société transparente, hein, où on peut avoir accès à l'information. Ben, dans les paradis fiscaux, ce n'est pas possible, hein, puisqu'on cultive le secret. Hein, c'est une espèce de grand trou noir, les paradis fiscaux, et on ignore tout à fait ce qui se passe là-dedans. Et je peux vous avouer qu'à ATTAC, on fait depuis à peu près un an et demi, on essaye de savoir justement quel montant peut être dans les paradis fiscaux, et on se heurte à toutes les difficultés possibles. Hein, avoir l'information sur ça, c'est une difficulté transcendantale. Et ensuite, on nous dit que dans la société, on doit pourchasser et punir le crime, n'est-ce pas? Parce que le crime, c'est nécessairement nuisible. Ben, dans les paradis fiscaux, les criminels peuvent laver leur argent sans problème, hein, peuvent faire toutes les magouilles possibles sans être achalés le moins du monde. Alors finalement, pour toutes ces raisons-là, le paradis fiscal n'a aucune raison d'être, hein, sinon que de nuire à la société. Et pourtant, qu'est-ce que nos gouvernements nous disent qu'ils font contre les paradis fiscaux? Aussi bien au niveau fédéral et provincial, non seulement on ne fait rien, hein, mais le gouvernement Harper, depuis qu'il est au pouvoir, facilite ce qu'on appelle l'évitement fiscal, c'est-à-dire cette possibilité d'utiliser les paradis fiscaux en toute légalité. Hein, va multiplier les mesures, hein, qui permettent à des gens très riches et à des grandes compagnies de profiter au maximum des paradis fiscaux. C'est la moitié de l'argent dans le monde. Donc oui, on nous dit que c'est la moitié de l'argent au monde qui serait niché dans les paradis fiscaux. Dans le livre d'Alain Deneau. Alors, troisième partie de mon exposé, troisième préoccupation d'ATTAC, c'est la question du libre-échange. Hein? Et on peut dire que nos gouvernements, c'est là où ils ont peut-être gagné le plus de points. Hein? Libre-échange. Est-ce qu'on peut être contre le libre-échange? Est-ce qu'on peut être contre la liberté et les échanges? Et chaque fois qu'on annonce un accord de libre-échange, super bonne nouvelle. Hey, wow, le Canada vient de négocier un accord de libre-échange avec tel pays. Un accord de libre-échange avec la Colombie. Pourtant, on ne respecte pas tellement les droits de l'homme. C'est pas grave, c'est une bonne nouvelle. Hein? Et là, actuellement, il y en a un qui est en train de se négocier avec l'Europe, hein, qu'on va nous annoncer comme étant une très bonne nouvelle. Donc, le libre-échange, la liberté, les échanges, et on nous dit tout le temps, un accord de libre-échange, ça va créer un nombre X d'emplois, ça va nous permettre à nos entreprises d'exporter toutes sortes de choses, et ça va nous permettre, donc, d'avoir une économie plus prospère. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité des accords de libre-échange? C'est pas ça du tout. Hein? Cette réalité est beaucoup plus sombre qu'elle peut paraître, et ça a des conséquences énormes, hein, sur la finance, sur les inégalités, sur notre façon de vivre. Alors, dans un accord de libre-échange, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'abord le principe de la concurrence. Hein? En libre-échange, on dit « tout le monde est en concurrence avec tout le monde ». Et c'est les meilleurs qui l'emportent. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs qui l'emportent? Parce que si vous mettez une grosse compagnie multinationale pleine de fric à côté d'une petite compagnie locale, hein, qui utilise des produits, écologiques, qui pensez-vous qui va l'emporter? Hein? Alors, il existe cette espèce de paradoxe dans la concurrence, c'est que la concurrence, ça mène à quoi? Ça mène à l'élimination de la concurrence. Hein? Pourquoi? Parce que c'est les plus forts qui l'emportent, qui grugent les petits. Et finalement, les accords de libre-échange ont contribué énormément au développement des compagnies multinationales, hein, qui vont devenir gigantesques, qui vont devenir trop grosses pour mourir, et qu'on est obligé de secourir quand elles font des gaffes.
Hein? Alors donc, cette idée de concurrence est extrêmement dangereuse, sans compter que cette concurrence ici va mettre tous les travailleurs du monde en concurrence. Alors, ça veut dire que les travailleurs québécois dans un secteur peuvent être en concurrence avec des travailleurs aussi bien au Mexique que dans les pays de l'Est en Europe, où les salaires sont beaucoup moins élevés. Alors, qui va l'emporter? Bien souvent, celui qui l'emporte, c'est celui qui est prêt à travailler pour les pires conditions avec le salaire le plus bas. Donc, cette idée de la concurrence, comme vous pouvez voir, ça a des conséquences extrêmement négatives. Dans les accords de libre-échange aussi, on parle de déréglementation. Hein? Alors, ce qu'il faut faire, c'est enlever des règlements pour que les compagnies puissent manipuler, puissent faire ce qu'elles veulent le plus facilement possible. Oui, mais si les règlements sont pour protéger justement les citoyens, est-ce qu'il faut les éliminer quand même? Si les règlements sont là pour qu'on ait une société plus écologique, hein, parce que l'écologie, évidemment, ça a besoin de protection, l'environnement a besoin de protection, alors qu'est-ce qui va l'emporter? Eh bien, ce qui va l'emporter, c'est bien sûr la déréglementation. Et pour s'assurer que ça se fasse, dans les accords de libre-échange, hein, il y a des clauses, on appelle ça sur l'investissement, qui permettent à des compagnies de poursuivre les gouvernements si ceux-ci, par des réglementations, leur empêchent de réaliser des profits. Hein? Alors, donc, c'est quand même assez gênant. Dans les accords de libre-échange aussi, l'idée, c'est de tout ouvrir à la marchandisation. Hein? Tout doit être objet de commerce. Alors, la santé, l'éducation, la culture, l'eau, les retraites, même l'armée, les sécurités, pourquoi pas. Hein? Tout ça, ça peut être sujet à privatisation. Tout ça, ça peut être sujet à échanges commerciaux. Hein? Alors donc, la tendance des accords de libre-échange, c'est d'inclure de plus en plus, justement, les services, hein, de manière à ce qu'on puisse faire des profits avec quelque chose comme l'eau, avec quelque chose comme la santé. Ensuite, dans les accords de libre-échange, donc il y a cette question de la protection des investisseurs. Je vous parlais de ces clauses qui permettent aux investisseurs de poursuivre les gouvernements, mais aussi, hein, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut permettre aux investisseurs de tout faire. Hein, c'est-à-dire des investissements, de se promener librement d'un pays à l'autre, sans aucune entrave, hein, toujours là où c'est le plus efficace, le plus rentable, hein, et ces investissements peuvent circuler avec une vitesse vertigineuse. Alors donc, le libre-échange, ça fait à peu près depuis le début des années 90 qu'il y a des accords de libre-échange. Eh bien, on peut maintenant faire le bilan. Qu'est-ce que c'est que ce bilan des accords de libre-échange? Bien, il n'est pas très positif. Hein? D'abord, les inégalités se sont accentuées. Dès qu'il y a un accord de libre-échange, c'est pas compliqué, on regarde ça, on dit « Oh, ça crée de la richesse. » Oui, mais cette richesse n'est pas distribuée. Donc, les écarts entre les riches et les pauvres sont plus grands. Les entreprises transnationales prennent de plus en plus de puissance, hein, à cause des accords de libre-échange. La démocratie est affaiblie parce que, finalement, si on change de gouvernement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les clauses négociées dans les accords de libre-échange restent. Hein? Et comme ces accords vont dans le sens de la déréglementation et permettent aux compagnies donc d'avoir un regard sur les lois qui sont adoptées, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que la démocratie est très fragilisée. L'environnement ne profite d'aucune protection dans les accords de libre-échange. Au contraire, hein, puisque les réglementations sont vues comme des obstacles au commerce, bien, les lois environnementales sont très mal vues dans les accords de libre-échange. Ensuite, bien évidemment, à cause de la concurrence entre les travailleurs, bien, les conditions de travail, en général, se dégradent, hein, dans les accords de libre-échange. Et finalement, cette économie déréglementée, eh bien, va faire que elle va contribuer à accentuer le nombre de crises. Hein? Alors donc, il faut être extrêmement attentif à ça. Le gouvernement du Canada, avec l'accord du gouvernement du Québec, est en train de négocier, comme je dis, un accord de libre-échange avec l'Europe. Dans cet accord-là,
il y a énormément de choses qui sont incluses. On n'a jamais eu un accord qui comprend tant de choses. Alors, ça comprend, j'en fais une liste, une énumération de mémoire, les services publics, les marchés publics, le secteur, ça comprend les investissements, le secteur financier, l'environnement, l'agriculture, la culture, les droits de propriété intellectuelle, l'origine géographique des produits. Donc, ça veut dire que après, si cet accord-là passe comme il est en train tel qu'il est négocié présentement, eh bien, on va avoir une société qui sera profondément transformée, qui ne sera pas tout à fait la même. Donc, à nous d'y voir, il faut être particulièrement attentif par rapport à ces accords. Et Attaque Québec, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre appui. Hein, et eh bien, c'est ça. Donc, je vous invite, bien sûr, à aller sur notre site aussi. Vous tapez Attaque Québec sur Google et vous allez avoir un petit peu toutes les informations sur notre organisation. Et, ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, peut-être, s'il y en a qui ont des questions ou... Tu parlais tout à l'heure de l'évitement que pratiquait le gouvernement Harper par rapport aux impôts. C'est quoi exactement qu'ils font? Ben, actuellement, c'est que le paradis fiscal du Canada, hein, c'était la Barbade. Hein? Donc, il fallait comme obligatoirement procéder par ce paradis fiscal, hein, si on voulait. Et je vais vous dire juste le nom officiel de l'accord entre le Canada et la Barbade, là, qui permet justement ces relations plus faciles. Vous allez voir la belle hypocrisie de la chose. Ça s'appelle, tenez-vous bien, l'accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu sur la fortune. Hein, d'abord, on parle de double imposition. Écoutez, c'est pas correct là, d'imposer des gens au Canada et en Barbade. Donc, on peut choisir. Dans quel pays on va choisir? La Barbade, l'impôt, c'est 2% au gros maximum. Hein? Et puis, en plus, on dit que c'est un accord pour combattre, pour prévenir l'évasion fiscale, alors que ça l'encourage. C'est une pire hypocrisie. Mais maintenant, actuellement, peu importe les pays des Caraïbes, hein, on a cette facilité-là. Il y a une espèce de communication de ces paradis fiscaux. Donc, c'est beaucoup plus facile, finalement, de procéder. Oui? Pour le taxe Tobin, comment est-ce qu'on pourrait distribuer l'argent entre les pays pauvres et les pays riches? Parce que c'est sûr que les pays pauvres en ont besoin plus. Et est-ce que ça va créer des tensions? Ça, c'est une très bonne question. Puis au départ, hein, cette taxe-là, quand les gens ont eu l'idée de la taxe, l'utilisation, c'était vraiment les pays pauvres. Hein? Donc, ça serait une taxe qui serait envoyée dans ces pays-là pour le développement. Donc, ça, c'était vraiment l'idée initiale. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que dans les pays du Nord, on a commencé à démantibuler nos services publics, nos pays se sont endettés et on s'est retrouvés avec des problèmes financiers majeurs. Hein? Alors, les gens se sont posé la question, ben oui, mais comment on va répartir ça? La plupart des organisations de la société civile qui s'intéressent à ça, on dit pourquoi on ne ferait pas moitié-moitié? Parce que dans le fond, c'est clair que les pays du Sud, eux, ne généreront pas de revenus avec cette taxe. Parce que les transactions financières, ça a lieu où? Ça a lieu dans les pays du Nord. Hein? Il y en a bien sûr dans les pays du Sud, mais c'est infiniment moins. Alors, ça veut dire qu'il faut carrément se partager la tarte, hein? Puis, moitié-moitié, ça serait peut-être une solution qui serait quand même raisonnable. Mais je peux vous dire que malheureusement, hein, quand les gouvernements du Nord parlent de taxes de transactions financières, ils parlent vraiment pas d'envoyer cet argent-là dans le Sud. Hein? D'où l'idée pour les citoyens d'intervenir. Okay? Puis je pense qu'il faut revoir cette question-là en tête parce que c'est quand même très, très important. L'environnement, qu'est-ce qui pourrait être fait? Merci. Qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour dealer avec la mondialisation puis s'assurer finalement, comme si un gouvernement indigné prenait le pouvoir, comment devrait-il aborder la question de l'environnement là, pour
Ben, la question, ça, faudrait demander plus aux écologistes. Mais moi, ce que je peux dire, hein, c'est que dans le système actuel, l'environnement est vraiment pas, absolument pas une préoccupation. Hein? Notre économie est basée sur toujours une consommation plus grande, souvent une exploitation des ressources naturelles qui est vraiment... On se précipite là-dessus. Puis je pense que le plan Nord de Jean Charest, ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'économistes importants comme Stiglitz, des militants aussi comme Suzanne Georges en France. Et si vous allez voir même le film The Ides of March, hein, le candidat va prôner ça, c'est ce qu'on appelle le keynésianisme vert. Hein. Dans le fond, ça serait ça la solution à faire. Donc, on fait des investissements massifs, hein, mais dans le domaine de l'environnement. Ce qui a sorti le monde de la crise après dans les années 30, c'est la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Parce qu'on a investi là, des fortunes absolument, mais dans l'armement. C'est comme ça qu'on s'en est sorti, mais c'est absolument terrible. Ces gens qui défendent ce keynésianisme vert disent que si on mettait autant d'argent là-dedans, on transformerait tout, les maisons, on irait chercher d'autres sources d'économie, on exploiterait, on mettrait une fortune dans la recherche justement pour trouver des moyens qui seraient basés sur la notion de durabilité, mais vraiment, là, alors à ce moment-là, on aurait une espèce de révolution verte. Alors, donc, si des indignés étaient au pouvoir, ça serait peut-être une des politiques environnementales qu'ils pourraient envisager. Oui? Je veux savoir, dans la question des échanges... Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? Des échanges Canada-Europe, est-ce qu'il y a une question, à un moment donné, que l'Hydro-Québec va avoir des enjeux principaux? Encore une fois, s'il te plaît. Oui, viens parler dans le micro. Des échanges... Je me demandais si, dans la question des échanges, mondialisation, Europe et Canada, c'est Jean Charest qui a demandé l'ouverture des libre-échanges entre le Canada et l'Europe. Et on dit que l'enjeu de ça, finalement, ce serait l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, ça rapporte. Et ça intéresse l'Europe. Oui, d'abord, c'est vrai que c'est Jean Charest qui a pris l'initiative de demander ça. Hein, il est allé voir le gouvernement Harper, puis là, Stephen Harper, qui est bien à libre-échange, il a dit « Wow, quelle bonne idée! » Depuis ce temps-là, il a pris un petit peu le contrôle des négociations. Ce que les Européens ont demandé, ils ont dit « Écoutez, on est bien d'accord pour faire un accord avec vous, mais on va vous demander une condition. Hein? La condition, c'est qu'on va avoir tous les marchés publics. » Qu'est-ce que c'est que les marchés publics? Ben, c'est dès qu'un gouvernement, que ce soit municipal, provincial, fait un appel d'offres pour donner un contrat. Hein? Actuellement, on a un contrôle là-dessus. Ben là, les Européens veulent pouvoir faire des soumissions. Et là, on est en train de déterminer dans quel secteur. Les Européens, ils veulent tout. Alors, tu as parlé d'Hydro-Québec. C'est très clair que le gouvernement québécois est ouvert à ce que les contrats d'Hydro-Québec puissent être offerts à des Européens. Certains contrats en appel d'offres d'Hydro-Québec puissent être ouverts à des Européens. Et c'est un moyen, dans le fond, c'est un moyen assez sournois de privatiser. Hein? Donc, ça veut dire que ça, effectivement, que le gouvernement Charest n'est pas prêt à dire Hydro-Québec, c'est un espèce de trésor national, ça nous appartient, c'est important, et on n'y touche pas. Alors, il n'est vraiment pas prêt à faire ça. Alors, c'est un petit peu inquiétant. Tout à l'heure, tu parlais par rapport à l'éventualité d'un gouvernement indigné, de la question justement du développement vert. Je me demandais si la question du développement de ce qu'on appelle l'économie sociale pourrait être inclus un peu dans les politiques de gouvernement indigné. Ah, ben moi, je pense que oui, tout à fait. Hein? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie sociale. Il y a Nancy Limtam qui peut vous en parler pas mal. Mais c'est sûr que l'économie sociale, ce qui est extrêmement intéressant, à mon avis,
Et ce qui est tout à fait révolutionnaire par rapport au système que l'on connaît, c'est que c'est pas une économie qui est tournée vers le profit. Alors, imaginez l'espèce de révolution. Aujourd'hui, on est obsédé par l'argent et le profit. On fait fermer des compagnies, pas parce qu'elles ne réalisent pas de profit, parce qu'elles ne réalisent pas assez de profit. Hein, on va dire, oh, on va mettre la fin, c'est pas... Hein? Alors, l'économie solidaire, c'est un principe qui est complètement différent, qui est extrêmement intéressant, qui est au service des gens. Puis je pense qu'on a intérêt à développer ça au maximum. Ça va? Bon, ben écoutez, j'ai avec moi, merci, j'ai avec moi d'abord des cartes postales. Il y a une petite campagne actuellement qui se fait contre les paradis fiscaux. Donc, vous envoyez ça à notre ministre et ça lui rappelle qu'il faut qu'il fasse des actions un petit peu là-dessus. On a aussi, s'il y a des gens qui veulent bien connaître Attaque Québec, notre petit dépliant. Hein, et on explique un petit peu c'est quoi ces trois sujets qui sont les nôtres. Et en même temps, si vous voulez être membre, vous pouvez en avoir, vous pouvez remplir ça. Et finalement, il y a un petit dépliant ici, très vulgarisé, sur l'accord entre le Canada et l'Europe. Alors, donc, je peux, bien sûr, tous ceux qui veulent avoir, j'en ai assez pour tout le monde, je crois. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci.